J'étais debout à 14 heures devant le portail du club du Belvédère du Rhône, aux portes de Lyon, et je fixais mon propre visage. La feuille était plastifiée, nette comme une carte de restaurant, au format cruel de 20/25. Sous la photo de mon permis, en lettres rouges, on lisait « Accès refusé. Éléonore Martin. » Un jeune agent de sécurité, à peine plus âgé que mon petit-fils, se racla la gorge. « Je suis vraiment désolée, madame. J'ai des consignes. » Je hochai la tête comme si je n'entendais pas. Je pris une photo avec mon téléphone. « Dites-moi, jeune homme, c'est normal, ça, pour un protocole de mariage ?» Ses oreilles comme rougeannes. « Je ne sais pas. Je suis la liste. » S'il y avait une liste, alors quelqu'un avait fait plus que griffonner un nom. Quelqu'un avait payé pour me humilier en public. Ce genre d'humiliation n'a rien de spontané. On la planifie quand on craint la vérité ou ce que la personne pourrait dire. Je suis Éléonore Martin, 67 ans, ancienne infirmière, veuve depuis mars 2020. J'ai élevé 3 enfants seule. Après que Robert, mon mari, a décidé qu'une assistante était plus excitante qu'une épouse de 40 ans. J'ai fait des doubles et des nuits pour les amener tous les 3 jusqu'au diplôme. Marc, le plus jeune, a toujours été le doux, celui des coups de fil du dimanche, celui qui n'oubliait jamais les anniversaires, jusqu'au jour où Brigitte Colmont est entrée dans sa vie. Des mèches blondes parfaites, un sourire parfait et un talent certain pour effacer les gens du cadre. Au début, cela ne se voyait pas. La veille de Noël, notre soir depuis 42 ans, s'est soudain passé chez les Colmont. Puis Pâques, puis la fête des mères, avalée par le stress des préparatifs. Toujours la même mine désolée, qui disait tout et rien. La bague de fiançailles, je ne l'ai pas vue à la main de Marc, mais sur Facebook. Elle a dit oui, on prépare un mariage parfait. J'ai appelé, j'ai félicité, j'ai demandé la date. Le 14 septembre, a dit Marc. Derrière lui, j'ai entendu une voix de femme qui soufflait les mots. Ce sera petit, maman. Famille proche et amis. Famille proche. J'ai laissé ces mots tomber dans le silence du salon, comme si je tenais un téléphone étranger. L'invitation est arrivée 3 semaines avant la date, coincée entre la facture d'électricité et un bon de réduction pour des pizzas. Calligraphie propre. Madame Éléonore Martin et accompagnant, comme si j'étais une cousine lointaine qu'on invite par devoir. J'aurais dû lire les signes. Mais je suis vieille colle. Je crois que la famille, ça ne jette pas une mère comme un déchet. Et voilà que je me tenais dans ma plus belle robe, perles au cou, devant un panneau plastifié qui me bannissait. Je me suis assise dans la voiture. J'ai respiré 2 minutes, 5, 10. Mes mains ont cessé de trembler. Pas de douleur, de colère. La colère, à mon âge, peut tuer. Mais bien dirigée, elle protège. Il y avait dans mes contacts un numéro que je n'avais pas composé depuis 15 ans. Thomas Martin, frère de Robert. Aujourd'hui, un avocat respecté en droit de la famille à Paris. Sur son site, on lisait « Protection du patrimoine et enquête civile ». 2 sonneries. Thomas Martin. Thomas, c'est Éléonore, la veuve de Robert. Un court silence chaud. Par les cieux, Éléonore, comment vas-tu? J'ai besoin d'une faveur. D'une grande. Je lui ai raconté tout. L'éviction lente, le post Facebook, la feuille plastifiée, avec mon nom corseté en rouge au portail du club. Quand j'ai fini, silence.
Thomas, tu es là? J'écoute. Éléonore, ce que tu décris est rarement un hasard. Quand on écarte la mère, en public, le jour du mariage de son fils, c'est qu'on cache quelque chose. Et pas petit. Raconte-moi, Brigitte. Que sais-tu d'elle? Je me suis rendu compte que je savais peu. Marketing, disais-je. Une bonne famille, croyais-je. Son nom de jeune fille? Coleman. J'ai entendu des touches crépiter. Laisse-moi 2 heures, a dit Thomas. Quel genre de l'appel? Ceux qui révèlent à qui on a vraiment affaire. J'ai raccroché. Devant le club, les invités riaient, posaient pour des photos, fêtaient des commencements. J'aurais dû être là. À la place, je patientais dans ma voiture, accrochée à un appel qui remettrait l'image à l'endroit. Un message de Marc. « Maman, confusion à l'entrée. C'est la société de sécurité. Reviens, s'il te plaît. » La plastification n'est pas une confusion. Je suis déjà partie. Bonne fête. Il a répondu tout de suite. « S'il te plaît, viens. C'est important pour moi. » Assez important pour contredire Brigitte? Je doutais. L'appel de Thomas est arrivé plus tôt que prévu. Sa voix avait une arête qui m'a donné froid aux mains. « Il faut qu'on parle en personne. Tu peux venir à Paris, vite. »« Thomas, qu'as-tu trouvé? »« Pas au téléphone, fais-moi confiance. Combien de temps? » Je regardais le clubhouse, où mon fils disait peut-être « oui ». 2 heures. Bien, va droit au cabinet. Et Éléonore. N'en parle à personne, pas même à Marc, pas encore. La ligne TGV a défilé comme un ruban tendu. Paris m'a accueilli avec un ciel net. La scène brillait comme une promesse sage, derrière la vitre de la salle de réunion de Thomas. Boiserie, cuir, rayonnage parfaitement rangé. Thomas avait vieilli avec dignité. Dans ses yeux, la même vigilance que chez son frère. Il posa une chemise épaisse sur la table. Brigitte Coleman n'est pas celle qu'elle prétend. Mon estomac s'est serré. Comment ça? Aujourd'hui Coleman. Il y a 3 ans, Maynard. Avant, Rodriguez. Avant encore, Chen. 3 mariages. 3 hommes aisés. 3 divorces. Chaque fois, elle est sortie bien plus riche. Le monde a vacillé. Une professionnelle du mariage. Plus que ça, un schéma. Elle cible des hommes qui ont perdu un parent récemment et qui peuvent attendre un héritage ou des indemnités. Elle épouse vite. Et en moins d'1 an, l'argent coule. Par divorce, par accident, parfois pire. J'ai pensé à l'assurance vie de Robert. Des euros destinés, au bout du compte, à Marc. Marc n'a pas cet argent, ai-je dit d'un ton dur. Il est comptable dans un service moyen. Le regard de Thomas s'est assombri. Comment se sont-ils connus? Il m'a parlé d'un groupe de soutien, quelque chose autour du deuil. Des veufs qui redémarrent. Marc n'a jamais été marié. L'air a soudain manqué. Pardon? Le groupe était réservé aux conjoints endeuillés. Marc s'y est inscrit 3 mois après la mort de Robert, en affirmant que sa femme était décédée dans un accident. Mes mains ont tremblé. 2 ans de mensonges? Ou bien quelqu'un lui avait appris à paraître désirable aux yeux d'une femme comme Brigitte. Thomas tourna des pages. Il y a autre chose. Le dernier mari, Michel Coleman, est mort 6 mois après le mariage. Accident de bateau, dit l'enquête. Officiel, mais troué. Avant, 2 dossiers de médicaments. À chaque fois. Police très opportune. Tu penses qu'elle tue? Je dis qu'il y a une répétition qui pointe dans la pire direction. Et Éléonore. Nous avons trouvé un nouveau point.
Il me regarda droit dans les yeux. « Il y a 3 mois, Brigitte a souscrit une assurance vie à ton nom. 2 millions d'euros. Bénéficiaire. Marc. Bénéficiaire de remplacement. Toi. Le monde s'est renversé, sans ma signature, avec des détails médicaux, des médicaments, des avoirs, des informations qu'un enfant connaît et qu'elle avait. J'ai senti en moi la colère et le froid forger, une décision nette. Que proposes-tu? On enquête discrètement. Et quand tu te sentiras prête, on sécurise des preuves. Parce que, vu d'ici, il n'y a pas que ta chaise à une fête qui est en danger. Le soir, Paris avait une autre couleur. Les réverbères étaient des aiguilles qui me donnaient une échéance. Sur l'écran, un message clignota. Il faut qu'on parle, seul. Un ami. Je regardais la pénombre des arbres dans ma cour. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la peur. Et, dessous, quelque chose de plus solide. Je n'étais pas sans défense. Si Brigitte Colmont me prenait pour une vieille qu'on découpe des photos de famille, elle s'était trompée de mère. Le lendemain, on a frappé. Un homme discret, la cinquantaine, se tenait sur mon perron. Jacques Berger, ancien policier judiciaire, aujourd'hui enquêteur privé. Thomas m'envoie. Dans sa main, un écrin de velours. À l'intérieur, une chaîne de perles. Mes perles, mais pas tout à fait. Micro dans le fermoir, portée 6 mètres, déclenchement vocal. 8 heures d'autonomie. Et dans votre sac, une batterie. 2 tapes sur ce bouton. Et mon équipe est à la porte en 30 secondes. Je regardais mon reflet. La même femme. Sauf que cette fois, j'étais armée. Par la technique. Par la volonté. Marc appela à 17 heures. « Tu viens ce soir, maman? Brigitte prépare ton plat préféré. » Je souris dans le combiné. « Filet de bœuf Wellington, n'est-ce pas? » Un silence surpris, au bout du fil. « Exact. » J'arrive à 19 heures. Je pris la grande rocade. Je laissai à l'équipe de Jacques le temps de se placer. Leur quartier neuf ressemblait à une brochure glacée. Pelouse identique, boîtes aux lettres design. Façade qui sentait l'argent et la prudence. Brigitte ouvrit en robe blanche. Son sourire était réglé au millimètre. Éléonore, j'étais effondrée pour hier. Cette société de sécurité... Entrez. Dedans, ça sentait le beurre, le citron et quelque chose d'autre. L'intention. Aucun cadre familial. Aucun destin d'enfant aimanté au frigo. La maison avait l'air d'une confiance louée. Quelque chose à boire? Un gin sur eau, très frais. De l'eau, merci. Minuscule griffe sur son vernis parfait. Presque rien. Mais elle existait. Marc arriva avec une bouteille de blanc. « Maman, tu es radieuse. » À mon âge, chaque jour au-dessus de la terre est un bonjour. Un échange de regards entre eux. Trop rapide pour un œil pressé. Assez net pour un cœur de mère. J'ai posé la main sur mes perles. Le fermoir était froid et présent. On a mangé. On a parlé de mon jardin, du cercle de lecture, du refuge où j'aidais. Brigitte posait des questions suffisamment proches pour imiter l'empathie, suffisamment lointaines pour extraire des données. Marc opinait, complétait, surveillait, comme s'il devait noter mes réponses plus tard. Je buvais doucement. Je mâchais lentement. Je souriais. Au dessert, une tarte au citron coupée à la perfection, Brigitte arriva au sujet. « Marc me dit que vous dormez mal, Éléonore. Mon médecin, le docteur Petit, a des solutions douces, surtout pour... » Pause polie. « Les personnes de votre âge. J'ai une médecin depuis 15 ans, la docteure Martineau. Bien sûr. Mais le docteur Petit est très moderne.
Il préconise une prévention médicamenteuse de l'anxiété et du sommeil. Au besoin, des soutiens de mémoire. » Ses yeux souriaient, pas ses mots. Médicaments, mémoire, prévention. Des gouttes froides qui tombaient une à une dans le collier. Marc se pencha. « C'est juste pour la qualité de vie, maman. »« Et comment cette idée vous est-elle venue ?» demandai-je gentiment. Un autre éclair de regard. Brigitte reprit la main. « Marc m'a confié que vous êtes parfois distraite. Ce serait dommage que le stress abîme votre quotidien. Distraite. Je n'oublie presque rien. » Mais je comprenais ce qu'il bâtissait. Récit, puis ordonnance, puis pouvoir. On appelle cela prendre soin. Pendant qu'on vide les comptes. « Et votre maison ?» reprit Marc d'une voix trop tranquille. « Elle est grande, avec tant d'escaliers. Nous avons visité des résidences seniors, autonomes, juste un peu d'aide. Vous avez visité mon chez-moi sans moi? On veut seulement que tu sois en sécurité, » dit Brigitte. « L'entrée coûte cher, mais ensuite les frais baissent. Et avec la libération de capital, elle parlait de moi, comme d'un bilan. » Je souris et repris une miette de tarte. « C'est prévenant de votre part. » La fin du dîner fut un cours de dépossession souriante. Je hochais la tête, posais des questions inoffensives, donnais assez d'accords pour qu'il se croie en sécurité. Chaque syllabe tombait dans le fermoir comme une perle. À 21h30, j'embrassais tout le monde. Je repartis avec une boîte de Wellington en Tupperware. Au bout de l'allée, je fermais les yeux et je respirais. Nous avions ce qu'il fallait. Jacques m'attendait devant chez moi, adossé à un SUV noir. « Tout est dessus ?»« Tout, » dis-je en tapotant le collier. « Médicaments, médecins, résidence, finances. »« Parfait. Thomas a déjà prévenu le parquet de Lyon. La police suit Brigitte depuis des mois sous plusieurs alias. Vous venez de livrer ce qui manquait. Un langage clair et un projet. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Leur schéma? Ordonnance, puis isolement, puis événement d'héritage. 1 semaine. Peut-être moins. Et Marc? Jacques se tut. Parfois, les victimes deviennent des complices. Il peut sortir. Ou couler. Je posai la boîte dans la poubelle. Le Wellington n'a jamais fait du bien à un estomac qui sait combien coûte une absence. Cette nuit-là, Marc écrivit « Merci d'être venu. Brigitte voudrait reparler du docteur Petit demain. » Je répondis « Soirée agréable. J'y pense. » Puis j'appelai Thomas. Ils veulent aller vite. Alors nous irons plus vite. Au matin, des gyrophares bleus, tournoyant dans une rue parallèle. 3 véhicules sombres se garèrent 2 pâtés plus loin, devant chez Marc et Brigitte. L'appel de Thomas arriva en même temps. « C'est parti. »« Quoi ?» Marc a contacté un enquêteur cette nuit. Il veut parler. Coopération. Je me suis assise. Un poids dont j'ignorais le nom a glissé de mes épaules. Un autre est ses restes. Celui que les mères portent quand elles apprennent que l'amour signifie aussi témoigner. L'après-midi, j'étais assise dans un café sur les quais de Saône. Marc entra, pâle, les épaules rapetissées. Il s'assit, me regarda, et dans ses yeux, je vis 2 choses que je n'avais pas vues depuis longtemps, la honte et la demande. « Maman, Marc, sais-tu qui est vraiment Brigitte ?» Il cligna. Je prononçai les noms. Maynard, Rodriguez, Chen, Coleman. Les polices, les patterns. Une couche d'air entre nous vibra. Elle m'a dit, murmura-t-il, que si je ne jouais pas, tu mourrais plus lentement.
Tu voulais me protéger en collaborant. Je pensais pouvoir contrôler, avertir, d'une manière. Ses mains tremblaient. Je posais les miennes dessus. Le parquet te propose un chemin. Dire la vérité. Toute. Dehors, une péniche filait. Dans mon sac, mon collier attendait silencieux, plein, prêt pour la suite. J'avais 67 ans. Je me sentais aussi âgée que nécessaire. Et aussi jeune que le courage rend. Le lendemain, Brigitte fut interpellée. Les menottes cliquetèrent comme une faim. On me demanda de confier le collier pour la forensique. Jacques m'apporta des pains et du café. Il parlait peu. Il savait que la vitesse de la justice n'est pas celle du soulagement. Thomas m'appela du palais. La procureure veut te voir. Aujourd'hui. Je regardais la Seine qui pliait la ville, la lumière sur la pierre. Je serrais mon sac. Et je me levais. Le palais de justice de Lyon avait ce calme étrange, des lieux où l'on marche chaque jour entre mensonge et vérité. La procureure, une femme aux yeux vifs et aux chemises impeccables, nous fit signe de nous asseoir, Thomas et moi. Madame Martin, d'abord merci. Sans votre décision d'enregistrer ce dîner, nous serions encore à supposer. Nous avons un dossier qui court sur 3 régions, sous les identités Coleman, Meinhard, Rodriguez, Chen. Ce qui nous manquait, c'était le lien, l'intention claire de cibler une personne âgée, disposant d'un patrimoine. Vous avez construit ce pont. Je n'ai rien dit. On vous remercie pour un bouquet, pas pour avoir livré son enfant à la vérité. Et Marc, il a un avocat commis d'office. Il est prêt à coopérer. S'il va jusqu'au bout, nous pourrons proposer un aménagement. 2 ans en structure avec mesures socio-éducatives, puis surveillance. Tout dépendra de sa sincérité. Les jours suivants s'emboîtèrent comme des engrenages qui se réveillent. La police récupéra des mouvements de compte, des contrats, des mails. Dans l'ordinateur de Brigitte, ils trouvèrent des tableaux. Noms, dates, ordonnances, montants de primes. C'était comme si quelqu'un avait écrit un manuel clinique pour détruire la confiance. Un dossier s'appelait « Prévoyance ». Dedans, checklist, script, mots-clés, mémoire, épuisement, sécurité. Brigitte disait « prendre soin » et voulait dire « prendre l'argent ». Je ne pouvais pas voir Marc tout de suite. Thomas m'expliqua pourquoi. Pas d'influence, pas de mélange. Il doit parler depuis lui. Je compris. La nuit pourtant, j'entendais son rire d'enfant dans l'escalier. Je voyais ses petites chaussures à côté des miennes. Je sentais le poids chaud d'un petit garçon endormi pendant un orage. L'amour va plus vite que le droit. Mais le droit fournit les rails pour revenir. Un 4e jour, une femme aux mains calmes sonna chez moi. Protection des témoins. Nous coordonnons des déclarations d'anciens conjoints. David Chen parlera en visioconférence. Michel Coleman aussi. Ils ont compris tôt et on les a aidés à disparaître. Pas tous morts. Je ressentis un soulagement dur comme une pierre. Pourquoi me dire cela? Parce que vous serez le cœur de l'accusation. Nous devons travailler avec vous. Les déclencheurs, les questions, la chronologie. Brigitte est ordonnée. Au procès, elle sera calme, contrôlée. C'est dangereux. On confond souvent froid et clair. Il faudra que vous soyez chaleureuse et précise. Je souris tristement. J'ai tenu des mains jusqu'au dernier souffle. J'ai expliqué l'irréversible à des familles. Je sais ce que c'est que s'inquiéter. Et je sais ce que c'est que planifier. Je peux être douce et exacte. La semaine suivante fut une répétition sans théâtre. Pas de rôle.
Juste de l'ordre dans mon récit. Le panneau plastifié. L'invitation arrivée comme une corvée. Le dîner. Le gin au sureau que je n'ai pas bu. Le docteur Petit. La résidence. La libération de Capital. Et, au-dessus de tout, ce morse discret entre Brigitte et Étienne Marc. Tout se déroule. Dans une pause, Thomas et moi regardions la ville par la fenêtre du cabinet. Tu aurais imaginé ça? Toi, témoin. Moi, celui qui tient la famille en la menant à travers un procès. Je posai ma main sur la sienne. Merci, Thomas. Il détourna les yeux et se racla la gorge. Jacques dit que tu as des nerfs en câble d'acier. Je n'ai plus rien à perdre qui mérite d'être perdu. Le jour où je pus voir Marc sous contrôle, la salle était blanche, la table nue, la chaise trop dure. Il avait l'air d'un homme à qui on a retiré la nuit des épaules pour la déposer dans ses traits. « Maman, dis ce qui est vrai. J'ai menti parce que c'était confortable. Et quand c'est devenu inconfortable, j'ai continué. Parce que arrêter me semblait plus difficile. J'ai eu peur d'elle. Pour toi. Pour moi. La peur est humaine. Les décisions restent les nôtres. Quand il est parti, il resta une odeur de désinfectant et un sentiment de début. Jacques me ramena. Mon jardin avait des fleurs têtues. La procureure nous envoya la convocation. Tentative de meurtre, escroquerie aggravée, faux et usage de faux. L'avocate de Brigitte parla de malentendus au sein de la famille. La détention fut maintenue. Risque de réitération élevé. Lisais la décision. J'eus la chair de poule. Les médias commencèrent à tourner autour. Thomas filtra. Jacques ferma nos portes. Je préparais mes phrases comme on aligne des bouteilles d'oxygène. Simple, pleine, fiable. Quand la date de l'audience tomba, je posai mes doigts sur l'écrin vide. Le collier était au laboratoire. Ma voix, elle, était à moi. Et je n'allais pas la perdre. Le matin de l'audience ouvrit la fenêtre sur une ville qui semblait retenir son souffle. Lyon avait ce gris tendre qui rend les façades plus droites et les trottoirs plus propres. J'ai bu un café trop clair. J'ai pris mon manteau et j'ai glissé mes papiers dans une pochette que Thomas m'avait préparée. Il y avait mon identité, le reçu de dépôt du collier, quelques notes brèves écrites d'une main bien posée, pas d'envolée, des mots qui tiennent quand le cœur se serre. Jacques m'attendait en bas. Il avait laissé la voiture tourner le temps que je ferme la porte. Sur le siège passager, une petite boîte de pastilles à la menthe, un paquet de mouchoirs, et ce silence solide, des gens qui savent qu'aujourd'hui, on ne bavarde pas. Le palais était déjà animé. Les pas des greffiers marquaient un rythme régulier. Les voix basses des avocats glissaient sur les murs. Et le sas de sécurité ajoutait sa sonnerie métallique, comme pour dire que le sérieux commencerait maintenant. Thomas nous rejoignit près d'un panneau d'affichage. Il avait ce regard de veilleur qui ne dort jamais d'un seul œil. Il me demanda si j'avais mangé. Je dis que oui, même si ce n'était pas vrai. Il hocha la tête, parce que ce jour-là, on ne discute pas de ces petites tricheries. Il posa sa main sur mon avant-bras et nous sommes entrés. La salle d'audience n'était pas grande. Ce n'était pas un théâtre. C'était une pièce où les chaises grinceraient si quelqu'un se levait trop vite. La présidente salua d'une voix claire. Elle avait ce timbre qui ne juge pas encore, mais qui a déjà choisi de ne pas se laisser tromper. Sur le banc des prévenus, Brigitte entra, cadrée par 2 agents. Elle portait une robe sombre, sans un pli. Son visage n'affichait ni fatigue ni colère. Il y avait cette neutralité qui ressemble à de la force quand on ne sait pas encore la lire. Elle regarda droit devant, comme si le mur lui importait davantage que les êtres qui vivaient
autour. Le ministère public rappela les faits. Il n'allongea pas les phrases. Il traça un fil. Identités successives, rencontres dans des espaces de fragilité, rapports médicaux, police d'assurance, mouvement d'argent. Puis il posa la main sur le dossier sans le fermer, afin que l'air circule encore entre les pages. La présidente acquiesça. Elle annonça l'ordre des auditions. D'abord, Michel Colmont. Ensuite, David Chen, en visioconférence. Puis moi, si le temps le permettait. Sinon, au matin suivant. Mon nom prononcé fit remonter dans ma gorge cette sensation de poivre que donne le brie et grandes émotions. J'inspirais doucement jusqu'à ce que le goût s'éloigne. Michel entra par une porte latérale. Il était plus maigre que sur les photos que j'avais aperçues dans le dossier. Son pas était prudent, comme si le sol pouvait se dérober. Il prêta serment. Sa voix n'était pas faible. Elle était retenue comme on retient une tasse pleine pour éviter de trembler. Il parla d'une rencontre dans un groupe de soutien. Il disait veuvage, il disait culpabilité, il disait fatigue. Puis il raconta les tisanes, les gouttes, les comprimés. Le médecin recommandé par Brigitte. Le docteur à l'ordonnance facile mais au regard fuyant. Il expliqua la logique patiente des choses qui glissent. On commence par dormir mieux. On continue par oublier un rendez-vous. On se réveille un jour au milieu du couloir sans savoir si l'on allait à la salle de bain ou à la chambre. Il n'exagérait rien. Il déposait des faits. Un moment, il leva les yeux vers la présidente et dit qu'il avait eu honte de s'être laissé mener. La présidente lui répondit qu'on n'a pas honte d'être conduit quand on a perdu ses repères. On cherche juste la main qui ne serrera pas trop fort. L'avocate de Brigitte se leva à son tour. Elle parla doucement. Elle demanda s'il n'y avait pas eu des alertes médicales avant la rencontre avec sa cliente. Elle proposa que la tristesse ressemble parfois à une maladie et que les remèdes soient les mêmes. Michel accepta que la tristesse était là. Mais il ajouta que la tristesse ne signe pas des polices et que la tristesse ne remplit pas des formulaires avec des informations privées qu'on n'a pas confiées. Il dit cela sans rancune. On entendit un froissement de papier dans le rang des journalistes. La présidente nota que les réponses étaient précises. Elle remercia et libéra le témoin. La visioconférence avec David Chen prit quelques minutes à s'établir. L'écran clignota, puis une pièce claire apparut, quelque part loin d'ici. David avait la voix d'un homme qui a appris à respirer sous l'eau. Il raconta une histoire différente dans les détails et identique dans l'architecture. Une relation rapide, des mots de soin, l'entrée d'un praticien présenté comme le plus moderne, la succession de petites absences dans la tête, une chute dans un escalier qui n'avait pas été ciré. Il glissa qu'un jour, il avait surpris sur l'écran de l'ordinateur de Brigitte un document intitulé « Plan de sérénité ». Il n'en avait pas compris la portée. Il avait juste senti qu'un plan n'a rien à faire dans l'intimité du sommeil d'un autre. Il avait fui. Il en parlait avec une gratitude timide pour ceux qui l'avaient à aider. L'avocate posa les mêmes questions, reçut les mêmes réponses, qui n'étaient pas des copies mais des cailloux d'un même chemin. La présidente mit fin à la connexion. Elle jeta un regard vers notre rang. Son regard ne cherchait personne en particulier. Il s'assurait seulement que tous tenaient encore debout. Le parquet demanda la lecture d'extraits du rapport d'expertise sur le collier. Le greffier lut d'une voix égale. On entendit parler de micro, de fermoir, de déclenchement, d'horodatage. Les mots techniques protègent parfois les âmes sensibles. Ils disent exactement ce qu'il faut et rien de plus. Puis vint le moment où l'on proposa de diffuser un court passage.
Le haut-parleur rendit vivant ce dîner que j'avais enregistré avec mes perles. J'entendis mon propre rire, ce son qui hésite entre politesse et fatigue. J'entendis la voix de Brigitte, claire comme une vitre, expliquer que la mémoire a besoin d'aide et que certains médicaments préservent la qualité de vie. J'entendis la petite hésitation avant le mot « résidence » et le léger glissement vers « libération de capital ». Je regardais mes mains. Elles ne tremblaient pas. Cela me surprit. Il y a des jours où l'on se découvre plus solide que la veille. La défense tenta de contester le contexte, suggérant que les mots d'un dîner ne sont pas des preuves, mais des fragments. Le parquet répondit que les fragments prennent force quand ils s'emboîtent avec des habitudes, des achats, des rendez-vous, des signatures. La présidente indiqua que la Chambre tirerait toute conclusion au moment venu. Elle nota « c'est tout ». Elle ne fronça pas les sourcils, elle n'adoucit pas la voix. Elle laissa l'air circuler. Encore. Il était presque midi. La présidente proposa une suspension. Dans le couloir, les pas et les murmures formaient une eau tiède. Thomas me proposa un café. Nous restâmes debout, près d'une fenêtre étroite qui donnait sur une cour intérieure. Il me dit que je témoignais l'après-midi. Je sentis mon estomac se serrer, puis se relâcher. Je lui demandai si je devais tout dire. Il me répondit que oui, mais que tout ne se vaut pas, et qu'il fallait surtout dire ce qui montre la main qui pousse, et non pas seulement la main qui caresse. Je répétais cette phrase en silence, jusqu'à ce qu'elle s'inscrive en moi, comme un pas sûr sur un sol humide. Quand l'audience reprit, il y eut d'abord une question de procédure. L'avocate de Brigitte sollicita le retrait d'une pièce qu'elle considérait comme tardive. La présidente entendit, puis rejeta la demande avec une explication sur le calendrier des dépôts. Cela évita une agitation inutile. On passa à ma convocation. Mon nom fut prononcé. Je me suis avancée. J'ai promis de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La salle n'était plus une salle. C'était une ligne droite entre ma bouche et des oreilles qui attendaient. Je sentis l'odeur du bois, du papier, du métal. Je sentis ma respiration, ni trop haute, ni trop basse. La présidente me demanda de raconter l'épisode du club et ce qui l'avait précédé. Je décrivis le portail, la feuille plastifiée, les lettres rouges, les excuses du jeune agent qui ne me connaissait pas, mais qui avait honte pour quelqu'un d'autre. Je racontais l'appel à Thomas, le trajet, la salle aux boiseries, la chemise épaisse, les identités successives, l'assurance à mon nom. Je dis les mots sans les étirer. Je pris le temps de poser les repères. La présidente me laissa faire. Sa main ne tambourinait pas sur la table. Elle me regardait comme on suit une route sur une carte. Le parquet m'interrogea sur le dîner. Il voulait des précisions simples. Qui a prononcé quoi? À quel moment? Dans quel ton? Je répondis. Je replaçais les phrases, sans les enjoliver. Je donnais mes impressions, mais je veillais à les nommer comme telles. Je dis que les mots de Brigitte avaient le poli d'une bonne intention, et que c'est précisément ce poli qui glisse si on ne s'accroche pas à quelque chose de rugueux, comme un doute. Je dis que Marc avait eu la voix du fils qui veut qu'on soit fier de lui, et que cette voix-là se prête à toutes les manipulations, si elle n'est pas tenue par un autre regard. La défense arriva. Elle me salua avec une douceur un peu trop maîtrisée. Elle me demanda si, en tant qu'ancienne infirmière, je ne projetais pas des schémas médicaux là où il n'y a qu'une conversation de famille. Elle me demanda si je n'étais pas une mère blessée, qui transforme un affront social en plan criminel.
Je répondis que j'avais prêté la main à des vies qui partaient et que j'avais appris à reconnaître les phrases qui accompagnent et celles qui guident vers un but. Je dis que j'avais été blessée, oui, mais que la blessure n'invente pas des documents, ne fabrique pas des identités, ne souscrit pas des polices avec des informations privées. Je dis cela calmement. La présidente me remercia. Elle posa 2 questions très courtes que je n'attendais pas. Elle me demanda si, avant de téléphoner à Thomas, j'avais envisagé de retourner au club. Je dis non. Elle me demanda si je regrettais d'avoir enregistré. Je dis que non. J'ajoutais que parfois on ne regrette pas d'avoir gardé trace, on regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. On leva la séance peu après. Dans le couloir, Jacques me fit un signe de tête qui voulait dire que j'avais tenu la ligne. Thomas rangea ses notes avec ce soin un peu lent des gens, qui veulent laisser au corps le temps de redescendre. Nous sortîmes dans l'air de l'après-midi. Les journalistes attendaient, mais ils attendaient plutôt d'autres visages. Je glissai mon bras dans celui de Jacques le temps de traverser. La ville bruissait comme si rien n'avait eu lieu. C'est sa manière de protéger ceux qui rentrent chez eux. Le soir, je m'assis dans la cuisine avec une soupe et un quignon de pain. Je ne voulais pas d'écran, pas de bruit extérieur. Juste la radio très basse qui racontait des choses sans opinion. Le téléphone vibra. Un numéro inconnu. Je décrochai. Une voix hésitante se présenta. C'était une femme d'un certain âge. Elle me dit qu'elle avait entendu quelques phrases à la télévision, que son gendre lui proposait depuis des semaines une cure de prévention pour le sommeil, que les mots ressemblaient, pas tout à fait, mais assez pour qu'elle s'arrête. Elle me remercia. Je lui dis que je n'avais rien fait d'autre que parler. Elle répondit que parfois, parler, c'est empêcher une porte de se fermer. Quand elle raccrocha, j'ai regardé ma cuillère. Elle tenait droite dans le bol. C'est ainsi que je me sentais. Droite. Pas haute. Pas fière. Droite. La nuit fut plus courte que je ne l'aurais voulu. Je me réveillai avant l'aube avec la sensation d'être allée au bout d'un couloir et d'avoir trouvé la bonne porte. Je pensais à Marc. Je le revis sur la banquette du café, les épaules tombantes et le regard qui cherchait une place honnête où se poser. Je me fis la promesse de ne plus confondre tendresse et faiblesse, soutien et cécité. Et je me rendormis 1 heure, ce qui suffit pour que le matin, en ouvrant les volets, je voquais la lumière sans qu'elle fasse mal aux yeux. Demain, on reprendrait. Demain, viendraient d'autres voix, d'autres documents, d'autres gestes mesurés. Demain, la vérité continuerait son travail obstiné, cette façon qu'elle a de remonter à la surface sans bruit, jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix que de la regarder. Le procès reprit sous un ciel bas, lourd de nuages. L'air du matin avait cette odeur métallique qui rend chaque pas plus grave. J'entrai dans la salle aux côtés de Thomas et de Jacques. Marc était déjà assis, encadré, les épaules basses, le visage marqué par les nuits sans sommeil. Quand nos regards se croisèrent, j'ai lu un mélange de honte et d'espoir, comme s'il voulait encore croire qu'il pouvait se racheter en disant enfin la vérité. La présidente annonça la poursuite des auditions. Cette fois, Marc devait parler. Il prêta serment, la voix tremblante mais ferme. Ses premières phrases tombèrent dans la salle comme des pierres dans un puits profond. Il parla de la rencontre avec Brigitte, de la lumière qu'elle semblait représenter après la mort de Robert. Il décrivit son admiration, la manière dont elle lui avait offert une oreille attentive, comment elle lui avait appris à exprimer sa tristesse et sa fatigue. Mais peu à peu, cette écoute s'était transformée en direction, puis en contrôle. Il expliqua la progression, les conversations sur mes habitudes, mes médicaments, mes économies, ma maison. Tout cela d'abord présenté comme de l'inquiétude sincère.
puis comme une nécessité. Et lui, perdu entre son désir de plaire et sa peur de la décevoir, s'était laissé guider, jusqu'à accepter d'apposer sa signature là où il n'aurait jamais dû. Le parquet lui demanda pourquoi il n'avait pas réagi plus tôt. Il répondit que la peur le tenait. Peur pour lui-même, peur pour moi. Il raconta cette phrase qui résonnait encore dans ses nuits. « Si tu ne joues pas, ta mère souffrira plus longtemps. » À ce moment, un silence dur traversa la salle. Même l'avocate de Brigitte ne sut que dire, avant de reprendre ses notes d'une main trop pressée. Le ministère public souligna la valeur de ce témoignage, non pas comme une excuse, mais comme une pièce supplémentaire dans un puzzle déjà lourd. La défense tenta de montrer Marc comme un fils faible qui cherchait à sauver sa peau. Mais Marc, pour la première fois depuis longtemps, redressa la tête et dit « Oui, je veux vivre, mais je veux d'abord dire vrai. » Ces mots simples sonnèrent un plus fort que toutes les plaidoiries. Après lui, la présidente annonça la lecture des documents saisis dans l'ordinateur de Brigitte. Le greffier égrena les titres. Liste des cibles. Plan de sérénité. Suivi des polices. Chaque fichier ressemblait à une marche d'escalier vers une destination sombre. On y lisait des notes sur des hommes endeuillés, des annotations précises sur leurs biens, sur leur santé, sur leurs liens familiaux. C'était une écriture froide, presque médicale. Des phrases comme « introduire la notion de prévention »,« valoriser la résidence »,« suggérer le médecin recommandé ». La salle retenait son souffle à mesure que les pages défilaient. L'après-midi, ce fut à l'expert en psychologie de témoigner. Il expliqua comment la répétition de ces comportements ne pouvait être confondue avec des accidents ou des gestes isolés. C'était un schéma, construit, planifié, méthodique. Il parla de prédation affective, de manipulation émotionnelle, de mise en scène de la sollicitude. Ces mots étaient techniques, mais chacun les comprenait, car chacun avait déjà vu ou senti, un jour, l'ombre d'un sourire qui cache une intention. Puis vint la plaidoirie intermédiaire du parquet. Le procureur se leva, ses lunettes glissèrent légèrement sur son nez. Il ne les remonta pas. Sa voix était calme, mais chaque mot tombait avec le poids d'une certitude. Ce que nous avons ici n'est pas une histoire d'amour brisée, ni une querelle de famille. C'est un processus criminel. Madame Coleman a transformé la confiance en arme, la vulnérabilité en marché, la tendresse en monnaie. Et elle a franchi toutes les étapes, jusqu'à planifier la disparition de la mère pour enrichir le fils. Maman, maman. Ces derniers mots laissèrent dans l'air une résonance que personne n'osa briser. La défense tenta de répliquer. Elle parla de malentendus, d'exagération, de la difficulté de démêler la tristesse du calcul. Elle décrivit Brigitte comme une femme blessée qui aurait cherché maladroitement à s'intégrer dans une famille qui ne l'acceptait pas. Mais les documents, les enregistrements, les témoignages étaient là, solides comme des murs. Ces phrases glissèrent sans accroche. La journée s'acheva sur un rappel de calendrier. Les plaidoiries finales auraient lieu 2 jours plus tard. Je sortis de la salle en titubant presque, comme après une longue marche sous la pluie. Jacques me soutint discrètement par le bras. Thomas rangea ses dossiers avec cette lenteur protectrice. Dehors, la lumière du soir avait une douceur inattendue. Des passants riaient, des enfants couraient, insouciants. La ville continuait, et c'était cela le plus étrange.
que la vie poursuive son chemin, alors qu'à l'intérieur, nous venions de regarder de si près le visage de la manipulation et du danger. Le soir, seule dans ma cuisine, j'ai repris mon carnet. J'y ai noté 3 phrases. La peur ne ment pas, mais elle égare. L'amour sans regard devient une chaîne. La vérité, même tardive, est un chemin qui ramène. Je les ai relus plusieurs fois, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte enfin, lourd, mais pas désespéré. 2 jours plus tard, le palais était plein d'un murmure contenu. On sentait que le procès approchait de sa fin. Les bancs de bois grinçaient sous le poids des spectateurs et des journalistes. Les visages étaient attentifs, certains sévères, d'autres avides. La présidente annonça que la séance serait consacrée aux plaidoiries finales. Ces moments où les mots cherchent à peser plus que les preuves. J'étais assise entre Thomas et Jacques. Mon cœur battait fort mais régulier, comme s'il savait qu'il devait tenir encore un peu. Le procureur prit la parole le premier. Sa voix ne tremblait pas. Il commença par un rappel simple. 3 identités successives, 3 mariages, 3 hommes fragilisés, 3 fortunes disparues. Puis il dressa le portrait de Brigitte Coleman, non pas comme une veuve malchanceuse, mais comme une prédatrice. Elle a perfectionné l'art de se glisser dans les fissures de la douleur. Elle a su choisir des proies qui cherchaient une épaule et leur a tendu une main gantée de promesses. Mais derrière ce gant, il y avait un plan. Il cita les documents trouvés, les enregistrements, les témoignages concordants. Chaque pièce venait s'ajouter comme une pierre à un mur qui se dressait devant la cour. Il parla aussi de moi, de cette mère bannie de la fête de son propre fils, affichée en rouge, comme un danger. On ne bannit pas une mère par hasard. On la bannit quand sa présence met en péril une stratégie. Ces mots me firent frissonner, non parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils résonnaient dans une salle où la vérité devenait publique, irrévocable. Puis il évoqua Marc. Sa voix se fit plus basse. Oui, il a failli. Oui, il a cédé. Mais il a parlé. Et en parlant, il a permis d'arrêter le mécanisme avant qu'il ne devienne irréversible. Il demanda à la cour de distinguer la faiblesse de la cruauté, la peur de l'intention. Son regard se posa 1 seconde sur moi, puis repartit. Ce fut bref, mais suffisant pour me donner la force de rester droite. Quand il se rassit, la défense prit le relais. L'avocate de Brigitte se leva, son tailleur sombre parfaitement ajusté, sa voix claire et douce, presque maternelle. Elle parla de malentendus, de coïncidences, de la difficulté d'être la nouvelle venue dans une famille soudée. Elle décrivit Brigitte comme une femme cherchant sa place, malhabile peut-être, mais sincère. Elle affirma que les documents pouvaient être interprétés différemment, que les mots du dîner n'étaient que des échanges familiaux sortis de leur contexte. Elle insista sur l'absence de preuves directes d'un geste criminel. Elle demanda au juge de se méfier des apparences et des préjugés, contre une femme indépendante. Mais son discours sonnait creux. Les visages dans la salle ne se laissaient pas attendrir. Les pièces étaient trop nombreuses, trop cohérentes. Je vis même, dans un instant d'inattention, que l'avocate elle-même semblait douter de ses propres mots. Elle s'assit plus vite qu'elle ne l'aurait voulu, son stylo serré trop fort entre ses doigts. La présidente annonça la clôture des débats. Le délibéré serait rendu le lendemain. Un souffle parcourut la salle. Chacun sentit que l'histoire allait basculer. Je passais la nuit presque éveillée. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le portail du club, la feuille plastifiée, mon visage banni. Puis je revoyais Marc au café,
les épaules tombantes, cherchant un chemin de retour. Entre ces deux images, il y avait toute ma vie. J'ai écrit une lettre que je ne savais pas si je donnerais un jour. J'y disais à mon fils que je l'aimais encore, mais que l'amour ne pouvait pas être un bouclier contre la vérité. J'y disais que pardonner n'était pas effacer, mais continuer ensemble autrement. Le lendemain, la salle était pleine dès l'aube. Les bancs, les couloirs, les escaliers résonnaient de pas impatients. La présidente entra, suivie des juges. Elle lut d'une voix égale, sans emphase, comme si les mots se suffisaient à eux-mêmes. Coupable de tentative de meurtre, coupable d'escroquerie aggravée, coupable de faux et usage de faux. La liste était longue, implacable. La peine tomba. Réclusion à perpétuité assortie d'une reconnaissance de particulière gravité de la faute. Brigitte resta droite, le regard fixé quelque part au-delà des murs. Elle ne pleura pas, ne protesta pas. Mais quand nos yeux se croisèrent, je vis un éclat de glace. Un éclat qui disait qu'elle avait perdu, mais qu'elle refusait de plier. Puis vint le tour de Marc. La présidente parla plus lentement. Elle évoqua la pression, la peur, la dépendance. Elle dénonça aussi la faiblesse, l'aveuglement, la lâcheté parfois. Mais elle reconnut la valeur de sa coopération. La peine fut de 2 ans dans une structure spécialisée, suivie de 3 ans avec sursis et accompagnement. Je sentis un souffle derrière moi. C'était le mien. La salle se vida peu à peu. Les journalistes coururent vers les micros. Je restai immobile. Thomas posa sa main sur mon épaule. Jacques m'accompagna dehors. L'air sentait la pluie proche, mais aucune goutte ne tombait encore. Le soir, chez moi, je pris la boîte où je rangeais les lettres que j'avais reçues de gens inconnus, touchés par mon témoignage. Je la posais sur la table et ajoutais ma propre lettre à Marc. Je refermais le couvercle avec un bruit sec. J'eus la sensation d'avoir mis une pierre de plus sur un mur qui me protégeait sans m'enfermer. Le lendemain, j'allais marcher au bord de la Saône. L'eau coulait lentement, comme si elle voulait me dire que la vie, elle aussi, continuait sans se presser. Des enfants lançaient des cailloux qui faisaient des ronds parfaits. Je me dis que peut-être, désormais, nous pourrions apprendre à lancer d'autres pierres. Des pierres qui ne blessent pas, mais qui dessinent des cercles d'apaisement. Le matin où Marc sortit de la structure pénitentiaire, le ciel était clair et la lumière d'automne avait cette transparence fragile qui fait paraître les choses plus nettes. J'étais là, devant le portail, avec un petit panneau que j'avais bricolé. « Bienvenue à Mazan. » Au maison. C'était un geste simple, presque naïf. Mais il venait de cette part de moi qui refusait de croire que tout était brisé. À mes côtés se tenaient Thomas et Jacques. Nous parlions peu. Le silence valait mieux que les phrases trop réfléchies. Quand Marc franchit le seuil, il paraissait plus vieux et plus jeune à la fois. Plus vieux, parce que ses traits portaient la marque de la responsabilité. Plus jeune, parce que ses yeux avaient perdu ce voile de peur constante. Il me serra longuement. Son souffle régulier sur mon épaule me rappela l'enfant qu'il avait été. Sur la route du retour, nous ne parlâmes pas beaucoup. À une station-service, il me demanda un café. Ses mains tremblaient un peu en tenant le gobelet. Puis il me dit qu'il avait écrit une lettre qu'il voulait me lire de vive voix. Il parla de ses erreurs, de ses silences, de sa lâcheté. Il dit que Brigitte n'avait pas inventé ses faiblesses, mais les avait exploitées. Il dit qu'il voulait réparer, non pas avec de l'argent, mais avec du temps, avec des gestes.
Je l'écoutais. Je pensais à ces années où j'avais cru que la tendresse suffisait à protéger. Puis, je lui pris les mains. Je lui dis que la réparation ne commence pas avec des excuses, mais avec des pas. Il hocha la tête, et dans ses yeux je vis qu'il comprenait enfin. À la maison, le quotidien reprit une place nouvelle. Nous avons mangé ensemble des spaghettis, du pain, une salade simple. Pas de mets compliqués, pas de sauce raffinée. Le goût de la simplicité était ce dont nous avions besoin. Le soir, il resta sur la terrasse avec moi. Les arbres du jardin prenaient leur couleur de feu. Il me demanda si j'étais heureuse. Je répondis que le bonheur n'était pas un état permanent, mais un moment répété assez souvent pour qu'il devienne une habitude. Ce soir-là, j'étais heureuse. Et cela suffisait. Marc commença un stage dans une petite agence immobilière. Il voulait apprendre un métier honnête, construire plutôt que détruire. Je voyais dans son attitude une humilité nouvelle. Il posait des questions. Il acceptait d'apprendre. Il ne cherchait plus à briller. Le soir, il revenait fatigué mais calme. Parfois, il assistait à mes conférences sur la prévention des abus financiers envers les personnes âgées. Il s'asseyait au fond, écoutait et restait silencieux. Mais son regard disait qu'il comprenait l'importance de chaque mot. Je continuais d'intervenir dans les maisons de quartier, dans les associations de seniors, dans les radios locales. Je racontais mon histoire, pas pour qu'on m'applaudisse, mais pour que d'autres reconnaissent les signes. Les regards que je croisais étaient pleins de reconnaissance, de douleur parfois, mais surtout d'une vigilance nouvelle. Une femme m'avoua qu'elle avait rompu une relation suspecte grâce à mes paroles. Un homme m'expliqua qu'il avait refusé de signer une procuration sans conseil indépendant. Ces récits étaient des preuves silencieuses que rien n'avait été vain. Thomas venait souvent dîner. Nous ne parlions pas seulement du passé, nous parlions de cuisine, de politique locale, de souvenirs de jeunesse. Jacques, lui, passait de temps en temps, toujours discret. Mais sa présence était une garantie que le monde n'était pas seulement rempli de menaces. Entre nous trois, une forme de famille nouvelle s'était créée. Pas celle des liens de sang, mais celle des liens forgés dans l'épreuve. Un soir, alors que nous étions assis sous l'érable du jardin, Jacques dit doucement : « Vous avez sauvé des gens que vous ne connaîtrez jamais. » J'ai souri. Je ne pensais pas avoir sauvé qui que ce soit. Mais je savais que ma voix avait porté, que mon expérience était devenue un outil. C'était suffisant. Marc progressait. Il écrivait parfois des lettres qu'il me laissait sur la table, comme pour continuer le dialogue même en mon absence. Dans l'une d'elles, il me remercia de ne pas l'avoir abandonné. Dans une autre, il me dit qu'il voulait devenir quelqu'un qui ne m'obligerait plus jamais à pardonner, mais quelqu'un sur qui je pourrais compter. Ces mots me touchèrent plus que tout. Le temps passa, les médias se détournèrent, les voisins cessèrent de chuchoter. Le bruit s'éteignit, laissant place à une normalité fragile mais réelle. Un après-midi d'hiver, j'ai reçu une lettre anonyme. À l'intérieur, une carte. « Merci de m'avoir vu avant que je disparaisse encore. » Je sus que c'était David Chen. Il vivait quelque part, loin, mais il avait choisi de me remercier. Je rangeai la carte dans ma boîte de souvenirs. Elle rejoignit les autres lettres, celles qui me rappelaient que la douleur peut se transformer en transmission. Le printemps suivant, le jardin refleurit. Nous avons organisé une petite fête simple, quelques amis, quelques voisins, un gâteau maison, pas de luxe, pas de photographe,
juste des rires et une table bien garnie. À la fin de la journée, Marc leva son verre. Sa voix trembla légèrement. À ma mère, qui m'a montré que l'amour ne consiste pas à fermer les yeux, mais à ouvrir les miens. Les invités applaudirent doucement. Je sentis mes yeux se mouillant. Ce n'était pas une réparation totale, mais c'était un commencement solide. Le soir, seul sur la terrasse, j'ai pris mon collier de perles. Il brillait sous la lune. Ce n'était plus un outil d'enquête, c'était un symbole. Je le caressais et je murmurais. Tu m'as donné une voix quand on voulait me réduire au silence. Puis je le rangeais dans un écrin, non plus comme une arme, mais comme une mémoire. Aujourd'hui encore, je continue à parler dans les salles modestes, à écrire de courts textes pour les bulletins associatifs, à écouter les récits des autres. Chaque fois, je leur dis 3 choses. Écoutez votre propre voix. Ne confondez pas gentillesse et contrôle. Et méfiez-vous toujours de ce qui est plastifié, car derrière une feuille brillante peut se cacher une intention sombre. Les gens rient parfois à cette dernière phrase. Mais moi, je sais. Je ne cherche plus la vengeance. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi Brigitte a choisi ce chemin. Je sais seulement qu'elle ne sortira jamais de prison et que son regard glacé appartient au passé. Ce qui m'importe, c'est le présent. Mon fils qui reconstruit, mon jardin qui fleurit, mes mots qui circulent. Quand le soir tombe et que la maison s'emplit de silence, je ferme les yeux et je pense à la route parcourue. Je revois le portail, la feuille plastifiée, les lettres rouges. Je revois les menottes, les juges, les lumières bleues dans la nuit. Et je revois enfin Marc, sortant par ce portail, les épaules droites, les yeux clairs. C'est cette image que je garde, car elle dit tout. La douleur, la peur, la chute. Mais aussi la remontée. Je suis Éléonore Martin, 67 ans, veuve, mère. J'ai connu la trahison, l'humiliation, la peur. Mais j'ai aussi découvert qu'on n'est jamais trop vieux pour se lever, pour dire non, pour défendre sa place. Et surtout, qu'on n'est jamais trop vieux pour aimer encore.